Cette fois, nous partons à la découverte d'un véritable monstre d'acier, le plus grand char jamais entré en service au monde, le char français FCM-2C. À la fois prouesse technique et symbole de prestige national, il était destiné à accomplir de grandes choses durant la Première Guerre mondiale. Mais l'histoire en décida autrement. Début 1916, une nouvelle ère dans la guerre terrestre s'annonce. En février, l'armée britannique commande dans le plus grand secret ses 100 premiers Mark I, le premier char opérationnel de l'histoire. Au même moment, en France, sous l'impulsion du futur général Estienne, le père des chars, l'armée commande des Schneider et Saint-Chamond. Mais pour Estienne, ces engins sont bien trop lents et peu mobiles. Dès juillet 1916, il se tourne vers le futur Renault FT. S'il est un partisan absolu des chars légers et mobiles destinés à submerger l'ennemi par le nombre, Estienne est aussi le premier à reconnaître qu'un engin aussi léger ne peut raisonnablement pas affronter de front les positions les plus fortifiées. Pour cela, il imagine le concept de char de rupture. Un mastodonte de 40 à 60 tonnes, solidement blindé et armé d'un puissant canon en tourelle, capable de traverser sans difficulté le No Man's Land et ses nombreux obstacles, pour percer les points les plus fortifiés et ouvrir la voie aux chars légers et à l'infanterie. En juillet 1916, le directeur des services automobiles contacte la Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée, spécialisée dans la construction de navires de guerre. Après tout, qui de mieux qu'un constructeur de cuirassés pour concevoir ce cuirassé terrestre ? Le 30 septembre, les autorités françaises fixent les grandes lignes du projet. Un engin de 30 à 40 tonnes et armé d'un canon de 75 ou 105 mm en tourelle. Le 17 janvier 1917, FCM présente une maquette en bois grandeur nature, ce qui incite le ministre de l'Armement à commander 3 prototypes. Et de son côté, le général Robert Nivelle, devenu commandant en chef des armées françaises le 25 décembre 1916, n'est guère enthousiaste. Peu convaincu par l'arme blindée en général, il juge que l'industrie française n'a pas les moyens de produire de tels engins, alors qu'une partie importante des régions industrielles est occupée par l'ennemi. Quand il voit une demande d'Estienne portant sur 720 chars de rupture, il préfère que les industriels concentrent leurs efforts sur l'artillerie et les tracteurs d'artillerie. Ainsi, si le 10 avril 1917, FCM prévoit les premiers essais pour fin mai, Nivelle lance le 16 avril la tristement célèbre bataille du Chemin des Dames. Non seulement l'offensive échoue à obtenir la victoire décisive promise, et met 190 000 soldats français hors de combat, mais il précipite également le déploiement des premiers chars français. Ainsi, le 16 avril, à Berry-au-Bac, sur les 128 chars engagés, 76 sont perdus sans résultat. La désillusion est telle que le commandement français envisage sérieusement d'abandonner ce type d'armes. Mais le 15 mai, Nivelle est remplacé par le général Pétain, beaucoup plus favorable aux blindés et aux idées d'Estienne. Celui-ci soutient à la fois la production du Renault FT lancé en août et le projet de char de rupture. D'ailleurs, les Allemands eux-mêmes travaillent alors sur un char super lourd, le K-Wagen de 120 tonnes commandé fin juin 1917. C'est ainsi que le 20 novembre 1917, les premiers essais du prototype FCM-1A peuvent enfin commencer. Il tranche radicalement avec les autres chars lourds de l'époque. Long de 8,35 m, large de 2,84 m et pesant 40 tonnes, il possède un blindage frontal de 35 mm et 20 sur les flancs. Son organisation interne est d'une grande modernité. Conducteur à l'avant, compartiment de combat au centre, propulsion à l'arrière. Son obusier de 105 mm en tourelle peut détruire toutes les fortifications, et sa trajectoire courbe permet de frapper l'infanterie dans les tranchées. Grâce à son long train de roulement, il franchit sans peine des trous d'obus de 6 mètres de diamètre, des tranchées de 2 mètres et des talus de 3,50 m. Ses performances sur terrain bouleversé impressionnent la commission. Mais bien sûr, tout n'est pas parfait. Le moteur Renault de 200 chevaux ne lui permet d'atteindre que 6 km/h et sa maniabilité est à l'image de son gabarit. Médiocre, avec un rayon de braquage ridiculement excessif. Si les performances de l'obusier correspondent aux attentes, le problème vient du fait que la munition est en 2 parties, ce qui entraîne une faible cadence de tir. Estienne préconise alors son remplacement par un 75 mm à munition encartouchée. Il demande également diverses améliorations.
blindage intégral de 35 mm pour résister aux canons de campagne, franchissement des tranchées de 5,30 m, avec en tête les dimensions des écluses du Nord, ainsi qu'un poids accru pour écraser les défenses. FCM retourne alors au travail pour mettre au point un modèle supérieur, le FCM2C. Et ce n'est pas une mince affaire, tant les caractéristiques de cet engin dépassent les limites technologiques de l'époque. D'autant plus que l'armée compte énormément dessus pour la grande offensive d'avril 1919, que tous imaginent comme celle qui mettra fin à la guerre. Début 1918, Estienne estime qu'il en faudrait 700 pour percer les défenses allemandes bétonnées. Cela impliquerait une production de 100 chars par mois dès octobre 1918. L'état-major doute fortement de la faisabilité d'un tel plan. Il faut dire que les retards importants dans la production du petit Renault FT n'incitent pas à l'optimisme, et l'armée espère au mieux en avoir 300 prêts à temps, ce qui reste encore très optimiste. Produire 300 chars nécessiterait des quantités astronomiques de matières premières. On parle de 80 000 tonnes de métal ainsi qu'une main-d'œuvre massive. Pour tenir les délais, la FCM aurait besoin de 10 000 ouvriers, mais après 4 années de guerre, la plupart sont mobilisés. Résultat, l'entreprise n'en trouve que 1300. Pire encore, les sous-traitants chargés de la partie électromécanique ne peuvent produire que 180 ensembles avant mars 1919. Bref, la FCM estime qu'avec l'aide des chantiers de Penouette et les chantiers de la Loire, elle pourrait livrer 140 chars pour le 15 avril. Nettement moins que les 300 minimum exigés par l'armée. Pour compenser, on compte sur les Britanniques pour fournir des Mark 5 et une commande de 600 Mark 8 Liberty est passée aux États-Unis en février 1918. Estienne, qui suit de près les avancées de la FCM, ajoute régulièrement de nouvelles exigences qui ralentissent encore le développement. Il fixe la vitesse minimale à 10 km/h, demande l'installation d'un bélier pour enfoncer les murs, ou encore recommande un détecteur de mines pour contrer les pièges explosifs enterrés. Les premiers essais démontrent qu'il est conforme aux attentes. Il confirme ses excellentes capacités tout-terrain, franchissant facilement des tranchées de 4,50 m et atteint 12 km/h. Les tests donnent satisfaction en tout point et annoncent un engin redoutable, capable de marquer la Première Guerre mondiale. Sauf qu'il y a un petit problème. La guerre est déjà finie. En effet, les difficultés industrielles et politiques firent qu'au 11 novembre 1918, aucun FCM2C n'avait encore été construit. Il n'était évidemment plus question d'en produire des centaines, surtout au vu de son prix prohibitif. 2 millions de francs l'unité, soit près de 230 millions d'euros de 2024 selon l'INSEE. L'équivalent d'une vingtaine de Renault FT. Après hésitation, 10 exemplaires furent tout de même commandés à titre expérimental. La production débuta en 1919 et le dernier fut livré en 1921. Véritable cuirassé terrestre avec ses 10,27 m de long, 3 de large et 3,80 m de haut pour un poids de 68 tonnes, le FCM2C reste à ce jour le char le plus volumineux jamais entré en service dans le monde. En termes de poids, il ne sera dépassé qu'avec l'arrivée du Tigre II allemand. Apprenant des erreurs des Schneider et Saint-Chamond, cette fois les chenilles couvrent toute la longueur de la caisse, dépassant à l'avant et à l'arrière. Le train de roulement mesure pas moins de 10 mètres, permettant de franchir des tranchées et canaux du Nord d'une largeur de 5,30 m. Il peut également franchir un obstacle de 1,70 m de haut, des pentes jusqu'à 70 degrés et un cours d'eau d'1,50 m de profondeur. Une queue de franchissement pouvait être ajoutée à l'arrière, bien que rarement utilisée. Les chenilles larges de 60 cm répartissent ce poids massif. Bien sûr, si cette longueur est parfaite pour franchir des tranchées, elle le rend en échange très difficile à manœuvrer, et ça n'aide clairement pas non plus pour le transport. Comme tous les chars de la Première Guerre mondiale, il n'est pas conçu pour de longs déplacements par ses propres moyens, et nécessite le transport ferroviaire. Dans le cas du 2C, l'opération est particulièrement complexe. Si sa largeur a été étudiée dans ce but, de par son poids et sa hauteur, aucun wagon ne peut le transporter. Ainsi, c'est le char lui-même qui est transformé en wagon. 2 bogies sont fixés à l'avant et à l'arrière, puis il est mis au niveau du train grâce à des madriers en bois disposés sur la voie. Cela demande par char au minimum 1h30 et peut monter jusqu'à 4h.
De plus, le train est alors limité à 40 km/h et ne peut pas circuler partout. Si ça correspond assez bien à la doctrine de la Première Guerre mondiale où le front bougeait peu, lors de la Seconde Guerre mondiale, ce sera évidemment une toute autre histoire. Conçu pour être quasiment invulnérable aux armes de la Première Guerre mondiale, il dispose d'un important blindage, 45 mm à l'avant, 22 sur les côtés, 13 à l'arrière et 10 au plancher. La tourelle principale possède 35 mm à l'avant et 22 à l'arrière. En comparaison, le Mark IV avait un blindage maximal de 14 mm, le Schneider 12 et le Renault FT 16. Le 2C était ainsi le char le plus blindé de son temps et le restera jusqu'à l'arrivée du B1 bis en 1938. Au niveau de l'armement, il est équipé du célèbre canon de 75 mm modèle 1897, canon révolutionnaire par sa cadence pratique de 6 coups minutes et qui a l'avantage d'être disponible en très grand nombre, tout comme ses munitions. Pour réduire le recul, le canon a été raccourci, réduisant sa portée de 8000 à 2000 mètres, mais ce n'était pas gênant pour un usage en char. Et si le Saint-Chamond utilisait déjà un 75 long, la grande particularité du 2C est qu'il fut le premier grand char équipé d'une tourelle. Avec une rotation de 320 degrés, en plus des avantages classiques d'une tourelle, elle est la première à pouvoir accueillir plusieurs hommes. On y trouve ainsi le chef de char, le tireur et le chargeur du canon. Cette organisation permet au chef de char de se concentrer pleinement sur le champ de bataille et coordonner son équipage, un avantage majeur qui fut malheureusement oublié sur les chars français suivants. Contre l'infanterie, il dispose de 4 mitrailleuses de 8 mm, une à l'avant, une de chaque côté et une dans une originale tourelle arrière rotative sur 260 degrés. Chaque tourelle possède une tourelle d'observation stroboscopique et des fentées épiscopes permettent à l'équipage de surveiller l'extérieur. Ainsi, le 2C n'a virtuellement aucun angle mort. Le FCM2C est clairement un char ambitieux, même trop pour son époque. Et c'est sa motorisation qui sera le plus problématique. Au moment de leur construction, la France n'avait tout simplement rien capable de mouvoir efficacement ces monstres d'acier. Au début, ils furent équipés de 2 moteurs de 100 chevaux, ce qui était évidemment largement insuffisant, ne leur permettant d'atteindre péniblement que 8 km/h grand maximum. Très paradoxalement, la solution vint finalement de moteurs allemands. Des Mercedes de 200 chevaux obtenus comme réparation de guerre. Ainsi, le 2C est propulsé par 2 moteurs, chacun entraînant une génératrice électrique qui alimente un moteur électrique, actionnant une chenille via le barbotin. Le poids total de l'ensemble approche à lui seul les 22 tonnes. Mais même ainsi, les contraintes sur la motorisation sont si importantes que généralement moins de la moitié des 2C étaient en état de marche durant leur carrière. Le problème ne sera réglé plus ou moins qu'en 1939, et encore une fois grâce à des moteurs allemands. Des moteurs pour Zeppelin Maybach de 250 chevaux, qui traînaient dans les stocks de matériel saisi aux Allemands à la fin de la guerre. Avec eux, le 2C peut enfin atteindre les 13 km/h. En revanche, ce ne sont clairement pas les plus économiques, avec une consommation de 13 litres par kilomètre. Ce qui donne néanmoins une autonomie de 140 km, ce qui est très correct pour un engin dont le but est de rompre le front pour ensuite laisser les chars plus légers l'exploiter. Le nombre d'hommes d'équipage est à la hauteur de l'engin. Un chef de char, un pilote, un mécanicien, un canonnier-tireur, un canonnier-chargeur, 4 mitrailleurs et un radiotélégraphiste. À quoi s'ajouta à la veille de la Seconde Guerre mondiale en raison du vieillissement, un aide-mécanicien et un électricien, soit 12 hommes en 1939. Si les FCM2C étaient destinés à jouer un rôle majeur durant la Première Guerre mondiale, ils n'entrèrent finalement en service que bien après, en 1921. Ils mènent alors la carrière que l'on imagine pour des chars géants en temps de paix, ne sortant des hangars que pour de très rares manœuvres. En 1926, on tente de monter une nouvelle tourelle avec un canon court de 155 mm à la place du 75 sur 2 d'entre eux, devenant des 2C bis. Mais ils furent rapidement remis dans leur configuration initiale devant les mauvaises performances du canon. Lorsque les tensions en Europe ressurgissent dans les années 30, les 2C trouvent une nouvelle utilité comme outil de propagande. Ils participent à diverses démonstrations et films montrant leur capacité à écraser d'anciens forts, abattre des arbres ou franchir des obstacles impressionnants.
Ces démonstrations font sensation auprès du public, le 2C devenant un symbole de la puissance de l'armée française. Mais en coulisses, leurs mécaniciens peinent à assurer un minimum de fiabilité à ces engins vieillissants et fragiles. La détérioration de la transmission, des composants électriques et des moteurs entraîne des pannes régulières et de longues périodes d'immobilisation. À la fin des années 30, le 2C est largement obsolète. Sa grande taille et sa faible vitesse en font une cible facile, et même son blindage n'est plus suffisant face aux canons anti-chars. Pourtant, il n'est pas retiré du service. Cela tient principalement à des motifs de propagande, mais certains généraux pensaient également qu'un char de ce type serait nécessaire en cas de nouvelle guerre avec l'Allemagne. Si, dès la fin des années 20, diverses études avaient eu lieu pour concevoir un nouveau char lourd pour le remplacer, les restrictions financières et politiques d'après-guerre bloquèrent le développement d'engins aussi coûteux. Ainsi, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939, il ne reste que 7 2C opérationnels, les 3 autres ayant été cannibalisés. Ils sont alors déployés au sein du 51e bataillon de chars de combat, rattaché à la 3e armée installée à Bellerupt, à l'est de Verdun. Il semble qu'il ait été envisagé de les utiliser lors d'une offensive contre les Allemands, dans le cas où les Polonais parviendraient à contenir l'invasion allemande. Mais pris en étau par l'Allemagne et l'URSS qui l'attaquent dans le dos, la Pologne ne peut résister bien longtemps, et l'offensive de la Sarre est rapidement stoppée sans que les 2C n'y participent. Il faut dire que l'état général des 2C les rend inutilisables au combat. Ils passent ainsi la drôle de guerre stationnée près de Metz où de longs mois sont nécessaires pour les remettre en état. Leurs moteurs Mercedes à bout de souffle sont remplacés par des Maybach et les équipages s'entraînent aux manœuvres et aux tirs. Mais malgré ce que disait la propagande, l'armée s'inquiète de la résistance du 2C face aux canons anti-chars allemands. Le 15 novembre, on teste sur le numéro 97 un surblindage. Son blindage passe à 90 mm à l'avant et 65 sur les flancs. En échange, le poids augmente évidemment, atteignant les 77 tonnes, ce qui dépasse clairement les capacités déjà limites des moteurs. Les essais avec une motorisation plus puissante commencent en janvier 1940. Résultat, il enchaîne les casse-moteurs et de chenilles, mais son blindage le rend impénétrable aux armes allemandes. Seul le 8,8 cm flak aurait pu lui causer des problèmes. S'il est bien envisagé de surblinder les 6 autres 2C, l'évolution de la guerre en décidera autrement. D'ailleurs, c'est au début de cette même année que la commission des chars commande dans l'urgence un nouveau char pour remplacer les antiques 2C. Le FCM F1, pas moins de 140 tonnes, devant être opérationnel pour juillet 1941. Mais ce sera pour une autre vidéo. Lorsque les Allemands passent finalement à l'offensive le 10 mai 1940, la Blitzkrieg prend totalement de vitesse les Alliés. Les 2C sont alors positionnés dans les bois au nord de Briey. Mais clairement inadaptés à la guerre de mouvement de par leur nature même, il est décidé qu'ils ont un plus grand intérêt pour le moral et la propagande, et ils reçoivent l'ordre de se replier le 12 mai. Vers 13h, l'ordre est donné d'embarquer les chars sur les trains à Landres, un périple de moins de 20 km mais durant lequel 2 tombent en panne. Ils sont alors sabordés. L'embarquement des 2C étant particulièrement long et complexe, l'opération n'est terminée qu'à 10h30 le lendemain. S'ils ont pour ordre de rejoindre Gondrecourt-le-Château, la région est bombardée par l'aviation allemande et le colonel Fournet qui commande l'unité camoufle le convoi toujours sur rail dans les bois à proximité de Badonviller. Le 14, Fournet a toutes les peines du monde à prendre contact avec l'état-major de la 3e armée. Sans moyen de communication, la seule solution est d'envoyer un messager. Mais encore faut-il savoir où il se trouve. L'état-major est finalement localisé et ordre est donné d'envoyer les trains sur Certilleux. Ils sont bombardés à quelques kilomètres de Gondrecourt-le-Château, mais sans dommages. En revanche, les voies ferrées sont une cible prioritaire pour l'aviation allemande, ce qui oblige le convoi à s'arrêter plusieurs fois pour réparer les voies avec les moyens du bord. Finalement, il se révèle que la voie vers Certilleux est détruite sur une telle longueur que toute réparation d'urgence est impossible. Le convoi ne peut donc atteindre sa destination. Le 15, il est réorienté sur Dijon, mais durant l'après-midi, près de la gare de Meuse-sur-Meuse, le destin se referme sur les 2C. Le convoi est bloqué par un train de carburant en feu et derrière eux, d'autres trains se trouvent également immobilisés. Dans leur malchance, les 2C se trouvent coincés dans une courbe en déblai rendant totalement impossible le débarquement.
Fournet n'a alors d'autre choix que d'ordonner leur sabordage pour éviter leur capture. À 19h, le 15 mai 1940, la carrière du 2C prend ainsi fin sans qu'il n'ait jamais participé à aucun combat. Même dans sa fin, tout ne se passe pas comme prévu. Les charges de démolition du numéro 99 n'explosent pas et il est capturé par la Wehrmacht qui l'envoie en Allemagne comme trophée. Si on perd sa trace dans les méandres du conflit, la légende prétend qu'il aurait été récupéré par les soviétiques en 1945 et qu'il se trouverait toujours quelque part en Russie. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.